La flèche partient. Autrefois, il existait, en bordure de la grande forêt équatoriale, un humble village de chasseurs, appelé Mpongao. Les habitants de cette modeste agglomération rurale ne ressemblaient à aucune des peuplades vivant dans cette partie de la Chuapa. Ils étaient d'une haute stature et parlaient un dialecte incompréhensible de ceux qui les approchaient. Quant à leurs mœurs, elles se différencient totalement de celles des premiers occupants de la savane. Qui étaient-ils? Quand étaient-ils arrivés à cet emplacement pour y construire leur drôle de petite hutte conique? Personne n'en savait rien. Même les anciens notables interrogés dans les agglomérations environnantes disaient avoir toujours connu ceux de Mpongao et leurs étranges coutumes. Une particularité surtout avait frappé les voisins de ce mystérieux groupuscule de chasseurs sédentaires. Ils ne possédaient aucune arme de jet. Les lances, arcs et flèches leur semblaient inconnus. Ils utilisaient exclusivement des massues dont ils se servaient avec une grande habileté, sans les lancer à la tête de l'ennemi ou en direction de l'animal qu'ils chassaient. Fait plus étrange encore, les femmes seules étaient autorisées à se servir de couteaux et de machettes. Les hommes ne touchaient qu'à leurs gourdins, taillés dans un bois dur et noueux. Entre leurs mains, cette arme s'avérait redoutable. Ils ne pratiquaient que la chasse au filet ou au lacet. Leur adresse à tendre des pièges était étonnante. Une autre singularité des Mpongao, ignorant leurs origines, on les désignait par le nom de leur village, qui était leur répugnance à se lier avec les autres clans. S'ils ne repoussaient pas les visiteurs, ils ne faisaient rien qui pût favoriser des relations suivies. Cette attitude qui leur paraissait imposée par la tradition n'était pas toujours respectée par tous les membres de la communauté. Les jeunes en particulier se montraient de plus en plus rebelles à cette politique. Un jour, l'inévitable se produisit. Une jeune Mpongao plut à un homme du clan des Bakutu, premiers occupants de ce coin de la Chuapa. La fille ne restait pas insensible aux marques d'intérêt dont elle était entourée par cet étranger à sa tribu. Elle aurait bien accepté de suivre son galant homme, contrairement à ce qu'on aurait pu s'imaginer. Les projets des amoureux ne furent pas combattus avec acharnement par la tribu. Après une opposition raisonnable qui se manifesta surtout du côté des pères de la jeune fille, on tomba mutuellement d'accord sur le montant de la dot. Ce détail réglé, les deux jeunes gens se retrouvèrent très rapidement mari et femme sans avoir souffert de la plus petite brimade de la part de leurs familles respectives. C'était le début d'une ère nouvelle qui allait sortir les Mpongo de leur isolement et leur permettre de fraterniser avec les tribus locales. Avant d'en arriver à cette communion, il fallait encore qu'un coin du voile fût levé. D'où venaient les Mpongo? À quel moment et pourquoi étaient-ils venus s'installer dans la Chuapa? Quelle était l'origine de ces coutumes bizarres qui n'avaient d'équivalent nulle part ailleurs dans la grande famille bantoue? Ayant un pied dans la place, l'époux de la jeune Mpongao eut la révélation de ce mystérieux secret, peu après leur mariage. Il lui suffit d'une soirée passée en compagnie d'un vieillard rempli de rhumatisme et à demi aveugle, dont le seul agrément de la vie restait l'évocation du passé. Moba était un grand chasseur et un valeureux guerrier. Craint et respecté de toute la tribu dont il conduisait la destinée, il rêvait d'être plus remarquable encore. Il aurait souhaité que son nom fût connu des générations qui le succèdent, autant pour son intrépidité, sa force que son adresse. Moba souhaitait devenir comme un personnage d'une envergure exceptionnelle dans une tribu qui ne comptait que de fins pisteurs et de redoutables combattants. Mais Moba était porté par un orgueil qui le poussait à exiger toujours davantage de lui-même. Il s'était juré de faire mieux et d'aller beaucoup plus loin que tous les champions qui l'avaient précédé. Pendant des mois et des années, il s'entraîna sans relâche à lancer la sagaie au loin avec force et précision, à tirer de l'arc avec virtuosité. En outre, son corps fut bientôt rompu à toutes les subtilités du combat rapproché, à la hache ou au couteau, à la massue ou à main nue. Mais bien qu'ayant presque atteint la perfection dans cet art de la guerre et de la chasse, Moba ne se montrait pas encore satisfait. Inlassablement, il recherchait les moyens d'arriver à une plus complète maîtrise. Le grand féticheur des Mponga
s'était proposé, à diverses reprises, de doter Moba de ce complément magique qui ferait de lui l'homme le plus puissant de la savane et de la forêt. Mais notre champion se méfiait des interventions du sorcier, de tomber sous son emprise s'il le choisissait comme intermédiaire entre les esprits et lui-même. De plus, Moba était peu impressionné par les puissances mystérieuses de l'au-delà. Il vivait avec les 2 pieds sur terre et ayant davantage confiance en la vigueur de son bras qu'à l'intervention des esprits. Un jour qu'il s'était enfoncé en forêt, à la poursuite d'un troupeau de cochons sauvages, Moba et 2 guerriers fidèles qui l'accompagnaient s'égarèrent. Bien qu'ils fussent aussi habiles l'un que l'autre à se frayer un chemin au travers de ce fouillis végétal, ils tournèrent en rond pendant des heures. Tous les sentiers, toutes les pistes se ressemblaient étrangement, et le soleil qui perçait difficilement le plafond de feuillage semblait indiquer toutes les directions à la fois. « Que la foudre me frappe sur place si je comprends quelque chose à cette magie !» s'exclama Moba. « C'est la 4e fois que nous repassons au même endroit. Nous qui pensions connaître les moindres détours de la forêt, renchérit l'un de ses compagnons, nous piétinons comme des enfants qui viennent de quitter le sein de leur mère. Il faudra bien qu'on en sorte, répliqua farouchement Moba, quand bien même nous marcherions 7 jours et 7 nuits sans prendre de repos. Au bout d'une nouvelle heure de course aveugle et stérile, Moba sentit toutefois le découragement le gagner. Comme il ne voulait pas admettre son impuissance, il se mit à invectiver les arbres. C'est à croire que les lieux sont ensorcelés, que celui qui s'amuse à barrer notre route, homme, animal ou esprit, se fasse connaître et vienne me combattre. À peine Moba avait-il proféré ces menaces que la broussaille sembla s'animer et s'écarter devant eux, et qu'un long boyau se creusa dans leur direction et les mena vers une vaste clairière qu'ils n'avaient pas encore traversée et explorée. Les 3 hommes s'avancèrent avec précaution et pénétrèrent bientôt dans un grand espace dégagé, ceinturé par un mur continu de végétation impénétrable. Au lieu du soleil et du ciel bleu qu'ils pensèrent trouver au-dessus de leur tête, la cime des grands arbres s'inclinait pour former une voûte sans faille d'où tombait une lueur verdâtre qui donnait aux choses et aux êtres une apparence fantomatique. Moba et ses 2 compagnons s'étaient immobilisés au centre de cette inquiétante arène. Ils se sentaient épris, malgré eux, par une angoisse qui les empêchait de bouger et de parler. Ils sentaient que quelques événements surnaturels allaient se produire et qu'ils seraient contraints d'en suivre passivement les diverses manifestations. Peu à peu, la clarté qui tombait du ciel à travers les branchages changea d'intensité. Elle se fit à la fois plus vive et plus douce, pendant que les 3 hommes, toujours immobilisés et anxieux, se sentaient envahis par une douce chaleur. Alors une voix, venue de partout et de nulle part, résonna, amplifiée par les milliards de feuilles qui formaient un écran opaque autour de ces chétives créatures humaines qu'elles isolent du monde extérieur. La voix profonde demandait « Moba, veux-tu la puissance? Moba, veux-tu la renommée ?» Le jeune chef, pétrifié de stupeur, était resté debout, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, pendant que ses 2 compagnons s'étaient écroulés sur le sol. Eux s'étaient bouchés les oreilles pour ne plus entendre le son diabolique qui roulait et grondait dans la clairière, sans que l'on sût où il naissait et où il mourait. Lorsque le mystérieux interlocuteur se tut, Moba comprit qu'il devait répondre. Il domina le tremblement qui s'était mis dans ses membres et se força à articuler posément pour répondre à l'être invisible. « Je veux la puissance. Qui que tu sois, peux-tu me la donner ?» L'être mystérieux reprit. « Laquelle préfères-tu, celle de la parole ou celle des armes ? Celle des armes me suffira. »